Comme ça, les gens savent bien que c'est le même, c'est juste la couverture différente. C'est ce qu'on a en promo, il faut le savoir. Il paraît. On s'assoit. Merci d'être là en nombre. Merci. Bonjour Daniel. Toulouse est dans la place, Toulouse répond présent. Ah, il y a les fans de rugby donc. Ouais, tu sais, on est à Toulouse. Hein. Bon Daniel, je t'appelle Daniel, je t'appelle Camouille. Comme tu veux, tu peux m'appeler Daniel, on est dans le civil, tu m'appelles Camouille après minuit. C'est marrant les conférences, on a l'impression qu'on se connaît pas, on se dit bonjour. Et j'ai l'impression que c'est Gaijin Dash en fait qui se prépare là. Pouillot a changé. Oui, Pouillot. Il y a Greg qui sort de scène. Ouais, bon, ce que je leur disais, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être 20 ans d'expérience dans la presse. Exactement. C'est énorme, mais t'as pas l'air d'avoir 60 ans, hein, comment ça se fait? J'ai eu mes 40 piges cette année, et je suis conservé grâce au yoga. Et ouais, ça fait 20 ans. J'ai commencé dans le magazine Animeland sous la direction de ce rédacteur en chef qui s'appelle Yvan West-Laurence. Qui est ce fan? Et c'était en 97, donc tu t'imagines. Et après j'ai enchaîné la presse jeux vidéo. Donc j'ai fait Player One si je me souviens bien. J'ai fait beaucoup de trucs du genre Dreamcast Magazine. Vous vous souvenez de la Dreamcast? Ouais. La Dreamcast toujours, il y a des fanboys, c'est incroyable. Alors qu'il n'y a pas eu de Dragon Quest sur Dreamcast. Ils font du bruit. Et alors du coup j'ai fait aussi un peu de trad. J'ai traduit notamment Ghost in the Shell, la série. J'ai co-traduit. Et le fait d'avoir traduit ça, je me suis dit je vais arrêter là parce que c'est trop compliqué. Tu t'es fait remarquer parce que tu étais l'un des rares qui parlait japonais avec Greg, l'un de tes compères. Ouais, on était, Greg et moi, on s'émulait. Greg et moi, on était à la fac ensemble. C'est une très bonne promo de fac. Mon premier voisin à l'école, c'est Ahmed qui s'occupe aujourd'hui des éditions Kiyun et Mana. Donc c'était mon voisin à la fac. Greg aussi, on était voisins en civi. T'as pas connu Julot aussi Non, Julot je le connaissais mais c'est parce que j'étais pote avec son frère, tu vois, tu t'imagines. C'est une histoire, c'est co-sanguin. Et non, mais c'est vraiment, j'étais pote avec son frère de lycée, tu vois, c'est débile comme... Et oui, en fait c'est une très grande génération pour les fans de Japanime parce qu'en fait on a eu beaucoup de gens qui sont ensuite montés les échelons de la Japanime à l'époque. Greg à sa manière, aujourd'hui qui s'occupe des éditions Kurokawa, Ahmed donc, qui est sa maison d'édition, et moi qui plus modestement donc j'ai continué dans la critique du jeu vidéo. J'ai arrêté donc la trad, ensuite j'ai fait Gamecult. Donc aujourd'hui tu écris pour Gamecult essentiellement, tu écris aussi pour Le Monde. J'écris aussi pour Pixel Le Monde, donc, et mon style d'écriture a évolué au fil des années puisque je me revendique un peu de ce mouvement, ce qui s'appelle le New Game Journalism. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Le New Game Journalism, c'est une manière d'écrire qui est non pas de décrire tant le jeu que l'expérience que ça te fait. C'est-à-dire ce qui est plus important, c'est pas le jeu, on vous parle de Mario Odyssey, c'est un très beau jeu, très bien, mais qu'est-ce que ça vous fait de découvrir Mario Odyssey? C'est de décrire à la première personne, c'est d'en faire parler, c'est d'aller dans l'anecdote, et c'est de finalement toucher les gens. Et je pense que dans mon travail, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est d'essayer de toucher les gens. Et voilà, c'est vraiment dans mon bouquin ou comme dans mes articles en fait. Ceux qui lisent sur Gamecult ou qui lisent Pixel Le Monde, je sais pas. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et depuis peu, je suis aussi producteur de podcast, puisque en plus de co-présenter Gaijin Dash avec mes camarades Greg et Pouillot, co-anime un podcast qui s'appelle After Eight, donc un podcast culturel. Un autre qui s'appelle Super Ciné Battle, un podcast qui parle de ciné, c'est plus spécifique. Et donc depuis peu, je fais beaucoup, depuis un certain temps, je fais quand même de la critique ciné. Donc j'essaye d'évoluer un petit peu, toujours un peu dans le même milieu critique. Et le fait est d'avoir fait un livre, ça me permettait de toucher à une autre manière de critiquer aussi. De critiquer, puisque Dragon Quest comme Final Fantasy, c'est des séries quand même très importantes et qui en même temps méritent d'être réexaminées avec un œil d'aujourd'hui et un œil de gaijin, parce que même si j'ai une grosse culture jap, je suis pas un japonais, j'ai découvert Dragon Quest comme vous tous, mais d'une autre manière, j'ai découvert dans les années 90 avec... Justement, ce Dragon Quest que tu as découvert, c'est le 5 si je me trompe pas. C'est le 5. Comment ça s'est passé? T'étais à Paris? J'étais à Paris, boulevard Voltaire, donc vous savez qu'il y a beaucoup de boutiques jeux vidéo qui étaient pas mal, toujours mal famées, mais voilà. Et il y avait... moi j'étais fan de Toriyama comme j'étais fan de Dragon Ball. Et là, je voyais, il faut expliquer qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, on n'avait pas de vecteur de communication, et l'information était ce qui était le primordial en fait à l'époque.
on n'avait aucune manière de savoir ce qu'était Dragon Quest si on n'était pas du cercle. Et là, je vois Dragon Quest, je vois une cartouche, c'était à peu près à sa sortie, vers fin 91, et je fais mais qu'est-ce que c'est que ce personnage et je vois ce mec avec ses toges comme c'est les dessiner. Vous savez, vous connaissez tous Dragon Ball, il a une manière de faire les drapés qui sont très 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 élégantes. J'adore les drapés des vêtements de Dragon Ball en fait. C'est presque ce que je préfère dans Dragon Ball plus que les chevelures blondes. Et j'ai retrouvé ça dans cette jaquette où il y a un mec, un voyageur avec une toge, il marche avec une canne et tout. Il y a le côté randonneur. Donc du coup ça m'a instantanément j'ai été happé par rien que la jaquette, donc l'univers Toriyama. On parle de jeu import là. De quoi on parle? Oui, jeu import, on est parle de 92, hein, c'est vraiment early 92. Et du coup, ouais, j'ai joué au jeu et j'ai joué plusieurs fois parce que évidemment la différence entre la jaquette et le jeu, c'est tout de suite, c'est deux mondes différents. Le jeu, il est quand même très très moche et quand tu jouais sur Super Famicom et que tu t'es habitué quand même, je sais pas si vous vous souvenez, mais les premières années de la Super Famicom, c'était quand même Zelda, c'est quand même Castlevania, il y a vraiment Ghouls and Ghosts, vraiment des beaux jeux. Et là, c'est vraiment un jeu cracra, très très moche. Et c'est aussi mon premier contact donc avec le old school, alors que le old school n'existait pas en fait. On vous parle aussi aujourd'hui des rétro, de pixel art et tout ça, mais c'était pas une notion qui existait. Et le fait de Dragon Quest, c'est presque le premier jeu rétro de tous les temps en fait, puisqu'il proposait déjà du vieux avant que ça le devienne. C'est paradoxal. Ouais, déjà ça n'existait pas quoi. Et Oui. ce Dragon Quest là à l'époque tu le découvres, tu lances le jeu, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ton premier contact de jeu? J'étais très débutant en japonais à l'époque et j'avais acheté les guidebooks, puisqu'à l'époque il y a donc, je rappelle, pas internet, donc pas de solution, donc il fallait céder des guidebooks et en plus c'était des RPG très arides dans la mesure où aujourd'hui, vous connaissez tous Assassin's Creed, si vous ne savez pas où aller, il y a toujours une petite diote qui vous dit faut aller à l'autre bout de la carte. Même dans Mario, il y a une option qui te met les petites pas pour savoir où est-ce que tu dois aller. Les jeux vous prémâchent le boulot à mort aujourd'hui. Et dans Dragon Quest, il n'y avait pas du tout ça. Dans Dragon Quest, c'est genre un événement, un bateau qui s'en va, c'est un coup de caméra et voilà, c'est fini. C'est le non-événement à son paroxysme. Les grands événements, tu vois, dans le début du jeu, il y a ton père qui meurt et c'est quand même un moment très très touchant. Bah, il est juste raconté par le texte, quoi. En fait, tu vois, c'est juste des petits pixels qui bougent. Et donc, du coup, Dragon Quest a toujours su communiquer une émotion en te racontant une histoire. En plus, celui-là en particulier, c'est celui qui te raconte le plus une histoire. C'est celui qui a été le plus écrit, d'après moi. Mon sens, c'est celui qui a été écrit comme une odyssée, en fait. C'est vraiment comme une grande saga. Et donc, je suis tombé sur le bon numéro. S'il faut commencer par Dragon Quest, je sais qu'il y en a qui n'ont pas joué à Dragon Quest, peut-être dans cette salle. C'est celui que tu conseilles en plus. Aujourd'hui, si on devait commencer un Dragon Quest... Si t'as une DS, Dragon Quest 5, alors le problème, avis aux collectionneurs, il commence à coter un petit peu. Et je crois qu'il fait quand même sur 50 € quand même pour un jeu DS. Là, il y en a, je vois, ils sont déjà sur Amazon là-bas. Non, mais c'est un jeu qui commence à coter, mais il ressortira. Et je crois qu'il est sorti sur smartphone. Enfin, il y a plein de manières maintenant d'entrer dans Dragon Quest. Et sans doute, ces mecs-là, je vous cache pas, Square Enix, ils aiment l'argent. Ils vont sans doute faire des rééditions pendant encore 30 ans du même jeu. Tous les 10 ans, ils vont les refaire. Ils vont les adapter aux nouvelles technologies. Il paraît qu'ils vont faire Dragon Quest 3 avec la technologie de Dragon Quest 11, c'est des rumeurs. Mais ouais, non, c'est des jeux qui pourront être refaits. Ils seront refaits tout le temps, comme Pokémon en fait. Puisque Pokémon, c'est cyclique quoi. Il y a toujours une génération qui va découvrir son premier Pokémon, son premier Dragon Quest. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que Dragon Quest c'est très important pour la société japonaise. C'est que chaque génération de joueurs a eu son jeu et quand on est au Japon, quand on vit là-bas, ou quand on les côtoie, on se rend compte à quel point c'est ancré dans leur culture. Chaque génération de joueurs a son Dragon Quest qui correspond à leur propre Dragon Quest, et en plus, comme Dragon Quest est un jeu universel, c'est-à-dire qu'il reprend le même langage à chaque fois, les mêmes techniques, les mêmes coups, les mêmes monstres, tout le monde part de la même chose. Et du coup, je me suis retrouvé, par exemple cet été, j'étais en randonnée tout seul sur une île au Japon. Il y a eu une tempête, ne faites pas ça, ne partez pas en randonnée quand il y a une tempête. Il y avait un typhon. J'étais coincé sur l'île et j'ai rencontré un japonais et on a commencé à discuter, on grimpait la montagne. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'écris un griffe sur Dragon Quest. Et là, il commençait à me faire, Gangan Ikose, il commençait à me parler avec les phrases de Dragon Quest, les phrases clés, tu vois, juste les fonctions d'attaque, quoi. Et ça,
les gens les connaissent, quoi. Les gens, c'est dans leur système. Après, il faut savoir un truc, la culture, même pop culture, n'est pas universelle. Je veux dire, l'exemple le plus classique, c'est de prendre notre président actuel, c'est Macron, il a 40 piges. Normalement, on suppose qu'il a vu Dragon Ball Z, mais non, il n'a pas vu Dragon Ball Z, juste lui, il étudiait. Donc, tu vois, c'est pas forcé que les gens connaissent Dragon Quest, mais quand même, c'est très 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 courant. Alors, c'est forcé que les gens connaissent Dragon Ball, mais c'est pas sûr, même le président. Et est-ce qu'au Japon, les joueurs connaissent qui est derrière Dragon Quest? Donc évidemment Akira Toriyama, le dessinateur, Sugiyama, on connaît tous la fanfare, on sait pas forcément qui c'est, mais Yuji Horii, dans ton livre tu en parles comme d'un héros de shonen. Ouais. Et est-ce qu'au Japon, on connaît Dragon Quest, mais est-ce qu'on connaît ce personnage-là? Alors les gens du milieu le vénèrent, vraiment il est très très respecté parce que c'est vraiment le grand game maker. Il faut dire, si on regarde le premier Dragon Quest, c'est un jeu à monde ouvert. C'est un jeu qui, dès la première minute, nous permet d'aller jusqu'au bout. Alors évidemment, il y a des monstres, il faut se les taper, bon courage. Mais à part les combats, ça reste un jeu à monde ouvert où on peut aller tout de suite jusqu'au dernier boss. Et ça s'est pas fait encore à l'époque RPG. Et lui, il y a pensé déjà à l'époque. Et au fur et à mesure, il a apporté plein de petits détails dans son style de jeu. Après, ce qu'il a fait, c'est que c'est devenu des jeux beaucoup plus axés sur la nostalgie. Mais le mec est super innovant. C'est un mec qui se destinait à être auteur de manga en fait. Il avait fait une école de dessin, il était vraiment super bon en dessin, il a eu un accident de bagnole, et un accident de moto même, et du coup il a arrêté le dessin et il est devenu auteur. Et il voulait devenir auteur de manga, et il n'est jamais vraiment devenu le manga le plus proche dont il se soit approché, c'est Fly, que vous connaissez que Dragon Quest Dino Daiboken. Et lui il a été superviseur de ce manga, il a écrit quelques mangas, mais c'est un... Il faut voir aussi que à chaque destin, il y a toujours une part de tragédie. Et lui, clairement, c'est un mec, il a fait le jeu le plus célèbre de tous les temps au Japon. Et il n'a pas pu être un auteur de manga, en fait. C'est ce qu'il voulait au début. Il a essayé, il a été assistant de grands noms il a essayé, il a eu beaucoup d'idées. Il naviguait dans une sphère de dessinateurs, en fait. Il était dans des clubs de manga. C'est quand même la force du Japon, c'est le pays du manga. Donc il y a des clubs de manga dans toutes les écoles, même dans les années 70. Et il a côtoyé plein de gens, il a côtoyé le mec qui a fait Golgo 13, tu vois, enfin, donc du coup il a vraiment été, il a bercé dans ce milieu. Et un jour ça s'est arrêté net, et du coup il a arrêté. N'empêche que c'est quand même lui, on attribue le design des monstres à Toriyama, et c'est vrai, le design final il est de lui, mais toutes les idées, ça vient de Yuji Horii. Yuji Horii, le slime, c'est lui qui l'a conçu. Le père de la saga, c'est lui. Toutes les idées, c'est lui. Toutes les idées, c'est lui. La seule chose qu'il a pas fait, c'est la musique, techniquement. Mais... Oui, c'est une saga qui a trois papas, on va dire. Il y a Yuji Horii tout en haut. Yuji Horii, Toriyama, alors Toriyama, c'était un prêt de la Shueisha. À l'époque, Toriyama était déjà une star. Il venait de finir Aral, qui était son gros succès, Dr. Slump, qui est son gros succès. Et il s'est dit, je suis épuisé, ce que je vais faire, c'est que je me prends 3 mois de vacances, après je reviens avec un petit manga, j'espère que ça va pas durer longtemps, bam, c'est Dragon Ball. Donc il a vraiment pas eu de bol. Il était déjà fatigué après. Il était déjà épuisé. Il a pris 3 mois de vacances qu'il a jamais pris. Et son Tanto, donc son responsable, lui a dit viens, on va imaginer une petite histoire. Ouais, un garçon singe, et puis il fait un voyage, et voilà. Ça devait durer 3 mangas, tu vois. Et ouais, pas de bol, et c'est le succès que vous connaissez tous. Et Toriyama donc, a été prêté par la Shueisha pour qu'il fasse Dragon Quest. Et du coup, ça a permis. Il y a eu un deal spécial, un deal comme on n'en fait jamais au Japon aujourd'hui. Et du coup, Shueisha ne s'est jamais retrouvé dans le processus. Du coup, ça a sauvé Dragon Quest parce que si les gens qui ont travaillé avec des Japonais le savent, ils peuvent être très contraignants, ils vous font passer des étapes de validation à mort et tout. Et s'il y avait eu une validation supplémentaire par un éditeur de manga qui n'a rien à voir dans l'histoire, ça aurait capoté dès le premier épisode. Le truc, ça a été que le mec de la Shueisha, qui était un ami de Toriyama et un ami de Yuji Horii, il a dit non, on va laisser la Shueisha en dehors de ça. Et ça, c'est vraiment le truc qui a sauvé Dragon Quest dès le début. C'est le genre d'anecdote que je raconte dans ce bouquin. Et à l'époque, donc Dragon Quest 1 sort, ça redéfinit pas un genre, ça définit un genre, c'est-à-dire le jeu de rôle japonais. Tout naît de là, tout a commencé là. Et alors, le truc qui est assez rigolo, c'est que Dragon Quest 1 n'est pas un énorme succès au début. À l'époque, tous les jeux Famicom cartonnaient. Vraiment, la Famicom, c'était la console, la NES donc, c'est la console qui marchait à fond. Et du coup, le jeu ne cartonne pas. Sauf que Yuji Horii, il était comme moi, il était freelance.
et il faisait des piges dans un magazine qui s'appelait Shonen Jump, et il faisait les pages jeux vidéo de Shonen Jump. Bah du coup, il s'est mis à écrire des articles sur Dragon Quest, ce qui est totalement pas professionnel. Ouais, aujourd'hui, ça serait pas top de faire ça. Alors, ne faites pas ça chez vous, c'est pas bien. Et donc, du coup, c'est comme si demain t'écrivais une critique de ton livre. C'est comme si demain, je le laisse au lecteur. Voilà. Mais j'ai un peu plus d'éthique que Yuji-Horii. Mais donc, il s'est mis à faire. Alors, vous savez, les articles en plus, au Japon, ne sont jamais vraiment à charge. Du coup, il a écrit des articles pour expliquer ce que c'est que le jeu de rôle. C'était pas que Ultima et Wizardry, qui sont ses deux inspirations pour Dragon Quest. C'était pas que ça. Il expliquait. Et du coup, après, à moult pédagogie. À la fin de l'année, c'est plusieurs millions d'exemplaires. Non, c'est 1 million d'exemplaires, 1,5 million à la fin de l'année. Enfin, vraiment, gros carton, mais sur la longueur. Sur la longueur de l'époque. Donc, ce premier Dragon Quest sort, les suites vont se multiplier, et chaque Dragon Quest se répète dans ses mécaniques, dans ses thématiques. C'est-à-dire qu'ils ont créé un canevas dès le début qu'ils ont multiplié. C'est la même chose. Aujourd'hui, on en parlera peut-être un petit peu tout à fait. Dragon Quest 11, c'est la même chose que Dragon Quest 1. À tel point que au Japon, si tu finis Dragon Quest 11, il te donne un code de téléchargement pour avoir Dragon Quest 1 sur ta 3DS ou sur ta PS4. Et alors, je pense pas que Square Enix aura la générosité de le faire en France, mais qui sait, c'est possible, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'était le gros coup. Genre, au moment de la sortie de DQ11, donc en juillet, Internet, tout d'un coup, il y a Dragon Quest 1 qui est filé avec Dragon Quest 11. On n'a jamais vu une telle générosité de la part d'un éditeur japonais comme ça. Genre avec son jeu, ça s'est jamais vu. Parce qu'il n'y a pas Dragon Quest dans les NES Mini, dans les Super NES Mini. Non, parce que ça représente tellement d'argent que quand ils les vendent sur smartphone, ça se vend. Quand ils les vendent sur 3DS, ça se vend. Quand ils les vendent sur machin, donc du coup, pourquoi les brader? Pourquoi les brader quand tu les vends bien? Faut pas brader ton produit, et donc c'est ce qu'ils continuent de faire. Et alors que Final Fantasy, tu l'as sur ta SNES Mini, voilà. Donc et Dragon Quest était à tel point, c'est à chaque fois la même chose, que dans DQ11, il y a plusieurs versions. Donc il y a une version en 2D, une version en 3D façon jeu 3DS, et une version PS4 en 3D moderne. Et pour autant, les mécaniques sont les mêmes. C'est encore un Dragon Quest classique, comme Dragon Quest 1. Tout a été créé en 86. C'est compliqué à dire parce que Dragon Quest 11, et c'est vraiment un jeu de son époque, c'est vraiment le jeu qui a été fait vraiment avec une démarche de 2017, mais en même temps, il est complètement fait. C'est un jeu qui, quand même, faut le dire, c'est le seul jeu que vous pouvez voir à ce jour, à part les rééditions, qui sortent en même temps en trois versions différentes en fait. Il y a 3 directions artistiques différentes. Ça s'est jamais vu pour un jeu, genre. Qui irait faire 3 directions artistiques différentes et de laisser le choix? En fait, il laisse le choix au joueur. Le joueur, lui, il achète la version PS4 ou 3DS. Et du coup, si on prend la version 3DS, on obtient une version en jeu 2D. Il y a une option qui est avoir le jeu complètement en 2D à l'ancienne. C'est-à-dire avec même les combats qui redeviennent aléatoires. Alors que c'est acté, maintenant les jeux, ils ne font plus les combats aléatoires. Les gens ont tendance à pas aimer ça. J'ai découvert ça. Je sais pas, vous êtes fan des combats aléatoires? Vous êtes combats aléatoires plutôt? Ouais. Ça dit oui. Déjà, je suis curieux. Combien de gens ont joué à Dragon Quest? Et alors, combien de gens ont joué à Final Fantasy? Hein, quand même, tu sens que c'est. Il y a des fans quand même. Bah, je vous remercie d'être là déjà. Ouais, du coup, c'est vraiment un jeu formellement dans l'hommage à tel point qu'il essaye de rendre hommage à l'arc narratif du premier Dragon Quest. Et ça s'est jamais vu, puisque ça c'est la règle absolue de Dragon Quest, c'est que tous les épisodes sont séparés les uns des autres. C'est à chaque fois une proposition différente. Et là, même Final Fantasy, il faisait des suites directes et tout ça, il n'y a jamais eu de suite directe. Et là, on sent qu'ils étaient à 2 doigts de faire une boucle qui se boucle sur Dragon Quest 1. Ils ont presque, je vous spoil pas le jeu, hein, mais c'est juste que ça se voit dans leur intention. Non, je vous spoilerai pas un jeu qui est pas sorti, parce que ce serait dégueulasse. Et tu parles de nostalgie, mais Dragon Quest n'est jamais auto-référentiel, c'est pas Metal Gear Solid qui se regarde, c'est de la nostalgie. Il n'y a pas de metagame, par contre, il y a un univers qui revient systématiquement. Il faut voir un truc, c'est que Dragon Quest c'est quand même fait par des vieux monsieur. Yuji-Horii, il a 70 balais, je crois. Sugiyama, il approche des 86. Ouais. Toriyama, bon, il a plus de soixantaine.
c'est des vieux monsieur, et donc ils ont un humour de vieux en fait. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un humour de Oji-san, comme on dit au Japon. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve des clichés un peu rigolos, on trouve des trucs un peu bizarres. Ils ont aussi cette obsession de faire les vieux monsieur comme Tortue Géniale, tu vois, c'est des obsédés en général, les vieux monsieur. Et même dans Dragon Quest 11, il y a un vieux monsieur qui est obsédé par les bouquins de cul, quoi. Et c'est vraiment, tu te demandes, mais pourquoi en fait? Et en fait, parce que ces mecs-là font ce qu'ils font depuis le début. Ils ont une formule, et c'est vrai qu'ils en démentent pas. Il y a un univers, mais c'est à chaque fois une offre qui s'approche. Après, quand on a fait Dragon Quest, on sait très bien que ça va au-delà de ça. C'est vraiment une part du passé. Final Fantasy, t'apprends à te renouveler à chaque fois. Pour prendre un exemple que tout le monde à peu près connaît, c'est que Final Fantasy s'oblige à renouveler pour s'adresser à chaque fois à une nouvelle génération de joueurs. Dragon Quest s'adresse à ta nostalgie, s'adresse aux joueurs que tu étais avant. Et c'est ça la différence fondamentale. Il s'adresse aux mêmes joueurs du coup? Comment la saga Dragon Quest va parler aux jeunes? C'est-à-dire, pour les pubs pour Dragon Quest 11, on voyait des flashbacks dans les années 80 avec des petits enfants qui jouaient. On voyait ensuite le gamin qui devient plus grand et plein de cas différents. Genre il y avait un ado, il y avait un post-ado, il y avait un mec genre qui avait l'air d'avoir une trentaine d'années mais il est avec sa nana et par accident elle débranche la prise de sa PlayStation 1. Nous est tous arrivé ça. Et genre il est dégoûté parce que sa partie DQ7 est perdue et DQ7 est très très long. Et ouais, du coup, il s'adresse à la nostalgie. C'est genre, deviens un héros est un slogan tellement évident qu'il est réutilisé et qui s'adresse à toi. C'est-à-dire quel que soit ton âge, t'as vécu un truc et tu peux le revivre dans le jeu à peu près de la même manière. Moi, je serais très curieux. On est en 2017, on est en décembre, c'est les 30 ans ce mois-ci de Final Fantasy. Dragon Quest 11 au Japon vient de sortir son 11e épisode. Ça faisait longtemps qu'on avait payé un épisode solo, hein, pas le... Ouais. Et donc il y a un état des lieux à faire. Moi je serais très curieux d'avoir ton avis sur l'évolution de Dragon Quest, l'évolution de Final Fantasy, le parallèle qu'il y a entre les deux sagas, comment elles ont traversé les années, comment elles ont multiplié chacune les épisodes sans pour autant aller dans la même direction. Alors il y a un point commun entre les deux sagas, c'est que quand elles commencent dans les années 80, les épisodes se succèdent très vite, les développements vont très vite. Dragon Quest 1, Dragon Quest 2, il y a quelques mois, hein, il y a moins d'un an entre les deux. Et après, au fur et à mesure, à chaque année, chaque épisode, ça devient plusieurs années. Et là, on atteint genre 5 ans, tu vois, c'est vraiment des temps très très longs, quoi. Et c'est le seul point commun qu'on peut voir dans le développement de ça. Le truc, c'est que Final Fantasy, très tôt, entre dans l'abstraction. Ils prennent Amano comme designer, qui est plutôt un illustrateur d'ailleurs. Il ne fait pas les personnages, il ne fait pas du pixel art, Amano. Et alors que Dragon Quest s'attache à son identité qui est du style manga, c'est-à-dire Toriyama. Toriyama, au début, il ne fait que les monstres, ensuite il fait ensuite les personnages, il fait juste les jaquettes, ensuite il en fait beaucoup plus. Et il y a de plus en plus de monstres à chaque fois, donc il en rajoute. Donc Dragon Quest s'attache aussi surtout à cette identité des monstres, bien avant Pokémon d'ailleurs. Hein. C'est vraiment un jeu qui base son identité sur les monstres. Alors que Final Fantasy va essayer de te raconter une histoire via les personnages en fait. Tu vas incarner le personnage, mais tu vas entendre la voix de ton personnage. Dans Dragon Quest, c'est comme Zelda, on n'entend pas la voix de son héros, parce que ça serait trop bizarre pour l'auteur, ça serait trop bizarre d'entendre la voix de ton héros en fait. Si tu es le héros, tu peux pas l'entendre, c'est toi le héros. Et donc c'est pour ça que, et dans Zelda et dans Dragon Quest, il n'y a pas de voix. C'est la même démarche. Shigeru Miyamoto et Yuji Horii, c'est le même truc. Et Final Fantasy, au fur et à mesure, on va quand même s'adapter à la technique, ce que Enix ne va pas faire. C'est-à-dire, tous les épisodes vont devenir de plus en plus beaux. Final Fantasy va essayer d'être plus raffiné techniquement, alors que Dragon Quest va essayer de produire à peu près la même cam. Et ça va durer très longtemps. Jusqu'à Dragon Quest 6, qui est à peu près le jeu le plus beau de la Famicom, de Super Famicom de Enix. Ben, ils n'ont pas fait vraiment de gros efforts. Le premier jeu qui devient visuellement agréable pour moi, c'est Dragon Quest 6. Avant, c'est compliqué. Et après, ils ont fait des remakes. Hein, évidemment, il y a de la thune à se faire. Mais donc, Dragon Quest 6, c'est vraiment le premier jeu visuellement agréable, alors que Final 4, tu vois, je le regarde et je trouve qu'il y a vraiment une patte, il y a un truc. Et ensuite, de Final 5, il y a un truc particulier. Et à chaque fois, il y a une espèce de truc de petits touchés, à chaque fois de petites sensibilités qui fait que Final Fantasy évolue. Ensuite vient Final 7 et là carrément on découvre le CD-ROM et là on connaît l'histoire, c'est Squaresoft qui se réinvente,
Squaresoft qui réinvente à faire qui réapprend à faire des histoires. Et donc du coup, le coup du CD-ROM, on pensait que là, oh là, putain, Enix ils sont dépassés quand même. Et quand Enix sort son premier jeu sur CD-ROM, c'est-à-dire Dragon Quest 7, ils sortent un jeu quand même qui est visuellement anachronique. Ouais, il est quand même anachronique. Et surtout, ce qui est le plus fâcheux, c'est de se dire, bah c'est le jeu, on a mis 5 ans à le faire, quoi. Et du coup, tu vois le jeu et tu vois à côté, t'as Final 8 et Final 9 qui essayent de mettre en place vraiment des univers, et ils font appel à des décorateurs, enfin vraiment, il y a vraiment une touche particulière. Enix est toujours en décalage et s'en fout complètement, puisque eux, ce qui te vendent, c'est une partie de nostalgie, quoi. C'est une partie de ton enfance. Alors évidemment, pour nous, c'est plus compliqué parce que Dragon Quest n'a jamais fait partie de notre enfance. Et elle va le faire partie de la génération future, de vos gamins, mais nous on l'a découvert, c'est comme le smartphone, nous on l'a découvert, mais eux ils vont l'avoir entre les mains. Et du coup, Dragon Quest s'adresse, il y a vraiment un moment, un instant T de leur enfance, et ils s'adressent à ça de la même manière que Pokémon s'adresse. C'est-à-dire que Pokémon, il y aura toujours une génération qui va prendre le Pokémon et qui va découvrir un jeu Pokémon et qui va se dire c'est bien. Bah, Dragon Quest, c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est que ce soit un épisode qui te revende un peu pas la même histoire, mais la même sensation d'histoire. D'accord, mais là tu as arrêté ton récit à Dragon Quest 7, Dragon Quest 8, donc c'est le oui. premier jeu Dragon qui Quest est 8, arrivé c'est celui, alors j'ai fait un sondage parmi les gens qui ont acheté mon bouquin, et Dragon Quest 8 est de très très loin le plus représenté parce que c'est le premier chez nous. D'abord, c'est le premier. Alors, c'est pas complètement le premier parce qu'il y a eu le Dragon Quest Monsters sur. Le canonique, en termes de jeu. En termes de canonique, c'est le premier. Et il arrive sur PS2, qui est en plus la console numéro 1. Genre, c'est le meilleur pari à faire. Et en plus, c'est celui qui, à mon sens, encore aujourd'hui, restitue le mieux le design de Toriyama. Clairement. C'est-à-dire, quand tu vois pas que les personnages, parce que faire des personnages, ok. Mais faire des décors, quand je vois une brique d'un château de Dragon Quest 8, je me fais putain, ça c'est une brique qui est dessinée par Toriyama. C'est pas le cas, mais elle donne cette impression. C'est vraiment un style très particulier. Et Dragon Quest 8 a poussé le curseur à fond dans le Toriyama. Ils se sont dit on a les possibilités de le faire aujourd'hui, on le fait. Et c'est pour ça que, en plus, ils ont récupéré tous les fans de Dragon Ball qui voulaient revoir du Toriyama, parce que Toriyama, il n'y a pas à lâcher, c'est un illustrateur extraordinaire, et plus je verrai de Toriyama, mieux je me sentirai en général, tu vois. Donc Dragon Quest 8, gros choc. Et le défi technique, il a été réussi avec des Q8 parce que tout était à l'échelle. C'était un peu le Ouais. FF7. Ouais. FF7 était magnifique, il y avait des cinématiques, le premier jeu sur CD. Des Q8, ça a été un peu ça, le défi. Et pour devenir technique, juste une seconde, Final Fantasy est toujours développé à la maison, c'est-à-dire dans les locaux de Square, en interne. Alors que Enix, c'est toujours un studio externe qui est contracté, et même jusqu'à aujourd'hui, Yuji Horii se considère comme un freelance. Quand il va dans les locaux, il a un badge, alors que c'est le boss, quoi. C'est le mec qui a fait toute la saga, mais il se balade, il a un badge qui marque Yuji Horii, ce qui je trouve ridicule, mais bon. Et du coup, ça c'est un truc, c'est une démarche vraiment très différente. Ça veut dire que tu fais confiance à des contracteurs secondaires, et donc du coup, bah, c'est pour ça que Level 5 arrive sur le projet. Level 5 est arrivé chez Enix et leur a dit regardez ce qu'on fait avec notre moteur 3D. C'est un moteur 3D qu'ils avaient gaulé à Microsoft en fait. Microsoft avait payé beaucoup d'argent pour faire un jeu online et ils ont fait ok, on vous le fait. Ils l'ont jamais fait, mais par contre ils ont gardé la technologie et puis ils sont allés voir Enix, ils ont dit on vous fait Dragon Quest avec ça, ils ont fait banco. Et c'est comme ça qu'est arrivé Dragon Quest 8, super beau, c'est qu'il a été fait, le moteur a été fait avant en fait, et il restait plus qu'à coller la patte Toriyama en fait. Bon, ça va très très vite, hein. Il nous reste plus qu'un quart d'heure et ça serait peut-être bien de faire un petit tour de micro, mais juste avant, j'aimerais te poser la question sur le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer après 2017? Tu parles de trois vieux monsieur qui font des jeux depuis une vingtaine d'années. Ah, alors l'après Début 11, est-ce que c'est le dernier Dragon Quest de ce trio? Alors, je pense que ça va être le dernier Dragon Quest de ce trio, mais il n'est pas exclu qu'ils reprennent les musiques de Sugiyama après. Alors, Sugiyama est vraiment très très vieux, et Dragon Quest 11, il n'a pas fait beaucoup de musique originale. Il y en a beaucoup qui viennent de DQ10, parce que peut-être qu'ils étaient super, mais aussi parce qu'il est vieux et qu'il ne peut pas en faire des tonnes, j'imagine. Et du coup, elles sont pas très dépaysantes, du coup, surtout si tu connais Dragon Quest. Alors, ouais, peut-être que ça sera le dernier, en tout cas pour Sugiyama, peut-être qu'ils vont reprendre ses musiques, ça on ne sait pas. Ce qui se passe aussi en interne chez Square Enix, donc maintenant je parle de Square Enix puisque les deux ont fusionné, et ça c'est quand même la révolution.
Enix gagnant un peu sur Square en fait. C'est ce qui se passe en coulisses. C'est-à-dire que Square c'est les meilleurs vendeurs Square. Ils ont une super manière de faire du business et Enix ils ont une bonne manière de gérer les jeux. Donc du coup ils sont un peu séparés un peu. C'est comme ça qu'ils sont fusionnés. C'est plutôt Enix qui gagne en fait. Pour simplifier, hein, vraiment pour simplifier. Et il y a un mec qui commence à monter chez Square Enix, enfin qui commence. C'est le mec de l'année un peu, c'est Saito. Saito, c'est le mec qui a fait Dragon Quest 11. Il a produit tous les jeux Dragon Quest 11. Il a produit Dragon Quest 10 avant. Il a produit un jeu qui est sorti cette année qui s'appelle Nier Automata. C'est un peu le gars, c'est un peu le beau gosse de Square Enix en ce moment. Le gars sûr. Hein, ah oui, c'est un peu un gars sûr. Le mec, je pense que c'est lui qui prendra la suite de Yuji Horii, sauf en tourloupe. Mais je pense que le jour où Yuji il raccroche les bonbons, je pense que c'est lui qui va prendre sa succession. Mais on ne sait jamais avec les mondes du développement. Mais en tout cas, lui il a les capacités de le faire. Dans Dragon Quest X, ils ont essayé plein de scénaristes différents. Les scénarios de Dragon Quest X, alors malheureusement, je vous parle d'un jeu qui sortira jamais, mais ils sont super. Et donc, tu as passé un nombre d'heures incalculable. À cause de ce bouquin, hein, parce que j'y aurais pas rejoué si c'était pas pour toi. Hein. Ah ouais. Mais c'est vrai que je me suis dit merde, il faut que je m'y replonge. Et en plus, j'ai joué sur une version. Il a fini le livre il y a quelques mois hein, et il y est encore dessus. Oui, non, je continue le jeu. Je peux pas y jouer ici. Alors parce qu'en plus, c'est ça qui est terrifiant avec Enix, enfin Square Enix, c'est que quand ils veulent pas que tu joues au jeu, ils te le barrent la route. J'ai un VPN, enfin du coup ils interdisent leur jeu au gaijin, donc du coup je suis obligé d'utiliser un VPN pour jouer. C'est quand même un processus un peu élaboré pour un jeu qui devrait normalement être simple à jouer. J'y joue sur Switch en plus, donc la Switch qui a quand même accueilli un Dragon Quest à son lancement, c'est quelque chose qui s'est rarement fait. Et Square Enix donc est toujours associé à Nintendo. Square a eu une énorme brouille avec Nintendo. On s'en souvient au moment où Final Fantasy est passé du côté PlayStation. Et c'est grâce à la fusion que Square a recommencé à discuter avec Nintendo, parce que sinon ils étaient brouillés à mort, ils en pouvaient plus. Alors que quand Enix a décidé de développer Dragon Quest 7 sur PlayStation, ils sont allés chez Nintendo, on a dit excusez-nous, désolé, on ne peut pas faire la Nintendo 64, non, il n'y a pas assez de ventes, on va faire sur PlayStation, ça correspond plus à notre image. Et il semblerait que le président de Nintendo à l'époque, Yamauchi, a fait très bien, c'est tout. Et genre, ça voulait dire que c'est une bonne entente, quoi. Mais pour Square, c'était une brouille immense, quoi. Donc, ouais, le futur, ça va être compliqué le futur, parce que en même temps, ils ont des designers. Le mec qui a fait Dragon Quest Builders est un génie du game design. C'est un mec qui s'appelle Ninu et qui a fait la série des Etrian Odyssey, si les gens connaissent. Et donc, lui aussi, c'est un super designer. Ils ont Yoshida, qui a fait Dragon Quest 4, Final Fantasy XIV, et qui a sauvé Final Fantasy XIV, donc qui pourrait reprendre la succession. Enfin, ils ont plein de gens qui pourraient faire, quoi. Donc un DQ12 avec un autre trio, c'est plausible, mais tu l'imagines, toi, avec une autre direction artistique, un autre directeur et un nouveau compositeur? Alors, c'est ça qui est un paradoxal avec Toriyama, c'est que son visuel est complètement unique, son univers est unique, mais par contre, c'est l'artiste le plus copiable de tous les temps. Et je vous invite dans le salon, il y a un stand où il y a des mecs qui font des Son Goku avec des Super Saiyan et tout ça. C'est le mec dont le style est le plus copiable. Genre, c'est vraiment, tout le monde peut essayer. Alors, c'est jamais, essayer de décalquer un Dragon Ball, c'est jamais aussi bien que Toriyama. Mais par contre, vous avez essayé et à peu près, c'est comme si tu dessinais Dragon Ball bourré en décalque, tu vois. Et donc, du coup, je pense qu'il y aura des designers qui pourront faire du Toriyama. C'est totalement possible, quoi. Et faire radicalement différent. Un DQ12 alors, je pense que ça sera jamais radicalement. Alors, peut-être qu'ils feront un jour un Dragon Quest qui se passe dans un monde urbain et ils l'appelleront Shin Megami Tensei, tu vois. Ils l'appelleront Persona, tu vois. Mais non, je pense que Dragon Quest est vraiment ancré à son imagerie de monstre. Il y a quelque chose, ça parle aux gens de leur passé, ça parle aux gens d'un moment de leur vie, et du coup, ils auraient tort de faire quelque chose, de faire un dark reboot de Dragon Quest ou. La formule Final Fantasy, elle marcherait pas avec l'univers. Final Fantasy, tu prends des risques. Final Fantasy XV, vous connaissez. Bon, Final Fantasy XV, tu prends des gros risques à changer ton jeu à chaque fois. En plus, à avoir un temps de développement méga long, comme ça a été le cas sur Final Fantasy XV. Et puis,
t'auras toujours des gens qui préféreront, qui adhéreront pas par exemple à Final Fantasy XIII. Alors là ils ont du bol parce que Final Fantasy XV c'est super bien vendu, mais tu sais pas, est-ce que ça va est-ce que les gens seront suffisamment satisfaits pour reprendre? C'est toujours le truc qu'on ignore avec Final Fantasy. Dragon Quest, ils ont cartonné aux ventes, alors que voilà, ils ont cartonné, ils vont en vendre plein en Occident après. Final Fantasy, il y a toujours un doute. Final Fantasy XIV, c'est quand même planté, la première version, c'est quand même méga planté. Quand tu joues, tu fais le gambit et tu mets tout sur la table, bah, tu peux tout perdre aussi. Donc c'est un pari risqué, alors que Dragon Quest s'adresse à tout le monde. Tu peux faire Dragon Quest Builders, tu peux faire Dragon Quest Heroes. C'est un univers que tu peux adapter à plein de... Là, ils ont sorti au Japon Dragon Quest Rivals, qui est un Hearthstone en fait. Alors vous pouvez pas y jouer, il y a un VPN, mais les plus habiles d'entre vous, ils peuvent installer des VPN. Mais voilà, c'est un Hearthstone avec le monde de Dragon Quest, ça cartonne, hein. C'est des millions de téléchargements, et je pense que ça va leur apporter énormément d'argent. La seule chose qui pourra faire varier Dragon Quest, c'est le smartphone par exemple. Est-ce que les gens qui jouent sur smartphone, est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce qu'il y aura des nouvelles consoles qui vont cartonner? Tu vois, par exemple, si j'étais Square Enix, maintenant, je penserais, si je fais un Dragon Quest 12, je penserais sur Switch. Juste en projetant dans le futur, je me dis, ça serait habile de le sortir sur Switch ou PS4 comme ils ont fait. Ça serait habile du point de vue de l'industrie. Toi, ton désir à toi, Daniel, décris-nous, ça serait quoi? Mon désir à moi, s'il sort sur smartphone, non, je serais déçu s'il sort sur smartphone, je le cache pas. Bah, je sais pas, ils ont quand même fait vraiment du très très rétro, et moi j'ai quand même une nostalgie du visuel de Dragon Quest 8 en fait, et j'aimerais bien qu'ils aillent encore plus loin dans le Toriyama en fait, qu'ils fassent un épisode cel shading d'aujourd'hui, ça serait incroyable. Je veux dire, on voit les choses que peut faire par exemple Dragon Ball Fighters, ouais. Et là on voit des trucs incroyables quoi. La technique est... Square Enix, enfin pour Dragon Quest en tout cas, ils ont toujours un peu refusé la technique, jusqu'à un certain point où ça s'est vu, et ils se sont dit ok, on va se casser un peu le cul, parce qu'ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est à peu près ça. Et du coup c'est ça qui a fait que tout d'un coup ils ont eu ce boost technique, puis tout d'un coup ils sont lancés quand même à Dragon Quest 9, et ça c'est le plus gros pari de l'industrie je pense. Dragon Quest 9 qui sort au lieu de sortir sur PS3, qui sort sur DS, c'était vraiment le plus gros. J'ai jamais vu un pari aussi gros industriellement que Resident Evil 7 sur PSVR quoi. Genre je me suis dit waouh, c'est vraiment audacieux. Évidemment ça a moins payé pour Biohazard que pour Resident Evil que pour Dragon Quest. Mais voilà, ils ont sorti un jeu qu'on peut tous jouer, tous ensemble. Qui était adapté à la console. Qui était adapté à la console, à son format. Et là, le truc où ils ont cartonné, c'est le Street Pass. C'est qu'ils ont utilisé les fonctions Street Pass. Tout d'un coup, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à la console? Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font maintenant les jeux main dans la main sur Nintendo. Nintendo, ils sont bien au courant, je pense qu'ils ont déjà vu Dragon Quest 11 Switch sans aucun problème, ils savent où ça va. Mais nous, on n'en sait rien. De quoi? Nous, on n'en sait rien. Moi, j'en sais rien. Bon, j'ai pas le droit de... Oui, il a pas le droit de le dire. Non, j'en sais rien. Il reste 5 minutes, on a beaucoup parlé, désolé, c'est passé très vite. On aimerait bien faire un petit tour de micro s'il y a des questions. Il y a une main qui s'est levée là-bas. Ouais, ça arrive. On peut faire... une question facile, hein, pas une interrogation écrite. Non. Tout le monde a joué à Dragon Quest. Est-ce que Greg ronfle? Oui, Greg ronfle. Déjà, je voulais juste vous dire merci pour avoir fait un ouvrage sur Dragon Quest. Parce que même pour les gens qui ne connaissent pas, ça peut être super intéressant, je pense. Alors, juste pour préciser, j'ai écrit ce livre aussi pour les gens qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, j'ai écrit ce livre de manière à ce que tu n'aies pas d'éléments supplémentaires, tu aies que des éléments supplémentaires par rapport au jeu. L'histoire, je ne vais pas te raconter l'histoire, tu la découvres dans le jeu, mais par contre, des choses autour de l'histoire, des trucs importants, des trucs qui peuvent te toucher, j'en parle, et c'est une manière, comme ça je ne spoil pas les jeux, je veux aussi que tu puisses y jouer, mais aussi que tu saches pourquoi ce jeu est important, parce que tous les Dragon Quest ont une importance à un moment donné du Japon et de l'industrie, et c'est mon objectif dans le jeu. Donc, voilà. Parce que la question que je voulais poser à la base, c'était vraiment, vous parliez de l'avenir de la série. Ouais. Est-ce que ça vaudrait pas peut-être le coup de tenter un FF14 chez Dragon Quest en fait?
Est-ce que cette série n'aurait pas un avenir aussi en MMO vu le potentiel de l'univers Alors, Dragon Quest X est un MMO. J'y joue en ce moment, c'est le jeu. Et alors, la particularité de Dragon Quest X, c'est ça qui est génial. Alors, c'est dans les anecdotes. Yuji Horii est un mec très timide. Je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un mec qui, avec ses lunettes de soleil, il scanne derrière les lunettes de soleil. Il t'imprime pas. Et du coup, ça se ressent dans ses jeux aussi. Il aime faire des jeux solo. Mais il a fait DQ9. Donc ils se sont dit, à DQ10, on va essayer de faire un jeu en ligne. Sauf que DQ10, et pour avoir rencontré des joueurs en vrai, je connais aucun joueur de DQ10 qui est un MMO. Je connais aucun joueur de DQ10 qui joue en équipe. Tout le monde joue de son côté. Là, pour y en avoir fait quand même des jours entiers depuis que j'y rejoue, des jours entiers, j'ai pas vu un mec qui dialogue. J'ai pas vu une fenêtre de dialogue, un mec qui parle. C'est des gens qui jouent de leur côté. Tout le monde joue à DQ10 comme si c'était un jeu offline. C'est ça le paradoxe. Il y a plein de fonctions en ligne extrêmement intelligentes, comme par exemple on peut louer des personnages. Tu peux louer des personnages qui sont mis à l'arrêt, genre pendant que tu es déconnecté, tu peux louer, les gens peuvent louer ton perso comme ça. Ça te fait de l'XP. Là j'ai 100 000 XP qui m'attendent à l'hôtel. Et tu peux te faire de l'XP comme ça, et du coup il y a plein de fonctions online, mais le jeu je l'ai joué entièrement tout seul. Alors après je me suis trouvé un mec, alors je peux dire, quand tu trouves quelqu'un qui joue au jeu et qui est ton pote, et tu te donnes un rendez-vous sur le serveur, mais c'est comme quelqu'un qui a quand t'es à une soirée, qui a un mec qui a le même pull Sonic que toi, quoi. T'es là genre, oh on a des pulls Sonic, ça peut pas arriver dans la vie de personnes qui ont un pull Sonic dans la même soirée. Mais voilà, le MMO est possible pour ça, mais par contre, un MMO traduit en France, il y a une question de coût. Alors, j'ai eu des chiffres, on m'a suggéré des chiffres, combien coûte un MMO ça coûte une belle maison à Toulouse quand même. Oui, c'est exactement ça. Voilà, je pense que c'est une belle maison, centre-ville. Oh, il y a des acheteurs de maisons à Toulouse. Voilà. Une autre question ? Ah non, même pas une question. Même pas la dernière ? Si vous êtes capable de la faire en 2 minutes. Allez, je te la fais vite. Oula. Alors, Gajinage. On peut rester, hein. On va servir. Non, il y a quelqu'un derrière nous. Moi, je voulais seulement savoir pourquoi la licence Dragon Quest a mis autant de temps à s'importer dans le monde, avec de tels artistes qui a travaillé dessus alors que les autres sont arrivés plus tôt. C'est une question de timing, je peux la faire vite, t'as 30 secondes. C'est une question de timing. Dragon Quest a toujours été décalé de son époque. Dragon Quest 4 est sorti en fin de Famicom, Dragon Quest 5 sort en début de Super Famicom, ils étaient déjà décalés. Le temps de traduction plus le temps à le sortir, t'es toujours décalé. Dragon Quest 8, c'était le timing parfait parce qu'il est sorti sur la console qui était majoritaire, il a été traduit suffisamment vite, c'était le moment où tu pouvais que cartonner. Et c'est pour ça qu'avec Dragon Quest 8, il a réussi enfin à cartonner en Occident. Mais c'est toujours une question de timing, et c'est pour ça qu'ils ont intérêt à se grouiller pour sortir Dragon Quest 11. Voilà, bon, on a été... Merci, un grand merci à Daniel. Merci.